Vous me connaissez déjà grâce au cours, mais je vais me présenter une nouvelle fois. Je m'appelle Anatoly Poultouchidou et je travaille pour l'équipe du suivi national des forêts à la FAO. Je serai l'animatrice de la séance du jour. À présent que vous me connaissez, j'aimerais moi aussi savoir qui vous êtes, donc n'hésitez pas à vous présenter en indiquant votre nom et votre affiliation dans la boîte de dialogue, le chat. Sans plus attendre, j'aimerais à présent donner la parole à notre première oratrice, Lisa Anne. Lisa dirige pour l'instant la nouvelle unité de coordination du cadre de transparence renforcée au sein de la division de la transparence de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC. L'objectif de ces activités est de coordonner et de faciliter les efforts du secrétariat sur le développement et la mise en œuvre du nouveau cadre de transparence renforcée. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Lisa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, ma présentation apparaissait à l'écran tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant et si cela fonctionne. Je vais réessayer. Voyez-vous ma présentation? De mon côté, j'ai un écran noir. Si vous voyez ma présentation, je peux poursuivre. Dites-moi ce qu'il en est. Je vais réessayer, à moins que vous ne souhaitiez afficher ma présentation à ma place. Je vois ma présentation, mais dès que je l'affiche en mode présentation, il n'y a plus qu'un écran noir. Lisa, dit Rossio, souhaitez-vous que je lance votre présentation? Pas de problème, dit Lisa. Toutefois, à chaque fois que j'essaie de lancer la présentation, j'ai un problème d'affichage et un écran noir. Rossio, très bien. Je vais alors afficher la présentation de Lisa. Très bien, dit Lisa. Je vais donc arrêter de partager mon écran. Je vais me présenter pendant que Rossio lance ma présentation. Bonjour ou bonsoir à tous. Je m'appelle Lisa Hanley et je suis ici aux côtés de mon collègue Peter Einhornsen. Nous travaillons au sein de la division de la transparence du secrétariat de la CNUC. Merci à la FAO de nous donner la possibilité de faire cet exposé sur la transition vers le cadre de transparence renforcé. Félicitations à tous d'avoir participé à ce cours ces dernières semaines. Je pense que cette année a été enthousiasmante et que le cours est d'excellente qualité. Le secrétariat a travaillé avec la FAO en la matière, ce qui envoie un très bon message quant à l'importance de recueillir toute une série de points de vue et quant à la nécessité de renforcer les dispositifs institutionnels afin d'améliorer ces transitions vers le cadre de transparence renforcé. Donc, nous sommes ravis d'être parmi vous. La FAO nous a demandé de faire un exposé sur le système MNV actuel et la transition vers le cadre de transparence renforcée, CTR. Nous allons vous parler des principes du CTR. Nous allons présenter les éléments nouveaux par rapport au système actuel. Nous allons également souligner l'importance des modalités institutionnelles. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire cet exposé et je tiens à dire que ce domaine est particulièrement stimulant en soi. C'est une période extraordinaire pour travailler dans ce secteur et je pense que toutes les organisations doivent se concentrer sur le sujet maintenant. C'est ce que nous voyons et c'est un message important que nous souhaitons vous transmettre. Alors, le premier élément à avoir à l'esprit est le suivant. Quel est l'avantage de la transparence? Pourquoi la transparence doit-elle vous tenir à cœur? Cela fait plus de 20 ans que je travaille dans ce domaine, et ce en tant que responsable des statistiques de l'énergie au niveau national et à présent dans un contexte international, donc sous différents angles. Et nous devons toujours essayer de bien expliquer pourquoi il est important de produire ces rapports à soumettre aux Nations Unies.
C'est un premier élément. Si vous produisez un rapport et que vous le soumettez, il y a un avantage international majeur parce que le pays satisfait à ses obligations internationales. D'autres pays et d'autres parties prenantes peuvent donc voir quelles sont les informations communiquées et où se situe le pays en termes d'action climatique, d'atténuation et d'appui ou de besoin. Mais je crois que le principal avantage est que un système a été créé dans le pays pour pouvoir communiquer ces informations. Donc, vous avez pris le temps d'examiner vos besoins climatiques, vous avez examiné vos sources d'émissions, vos possibilités d'atténuer les émissions, vous vous êtes penché sur les besoins en termes d'appui, sous la forme de ressources financières, de transfert de technologie et de renforcement des capacités. Et donc, il s'agit d'un excellent moyen de faire le bilan sur les capacités au niveau national et sur la situation. C'est un autre message clé que je me dois de faire passer. Un grand élément du cadre de transparence renforcé au titre de l'accord de Paris est qu'il se fonde sur le système actuel du MNV. Et ce système existe depuis plus de 25 ans. Ce système a vu le jour dans le cadre des obligations visant à présenter des communications nationales sur les inventaires nationaux au titre de la CNUC. Ensuite, ce dispositif a été renforcé progressivement. Les pays développés présentent des inventaires nationaux, des communications nationales depuis plusieurs années. Plus récemment, les pays en développement ont commencé à communiquer plus régulièrement leurs communications nationales et leurs rapports biennaux actualisés. Le paquet RED+ est très important pour tous les participants à ce webinaire, et ce depuis Varsovie. Ceci a permis de renforcer le suivi et la communication d'informations au sujet de RED+. Un autre message important au vu de cette diapositive est que tout le monde est actif dans ce domaine depuis plusieurs années. Les pays ont des points de départ distincts. Si vous regardez les soumissions de mon pays, les États-Unis ou de l'Allemagne aujourd'hui, en fait, ces communications d'information sont très différentes de celles qui étaient présentées il y a 25 ans. Idem pour la Croatie, par exemple, la situation a beaucoup évolué au fil du temps. Donc, peu importe votre point de départ, l'important est de commencer. L'accord de Paris a été rédigé de façon à évoluer au fil du temps et à aider les pays à progresser au fur et à mesure. Alors, où en sommes-nous? L'accord de Paris prévoit un cadre de transparence renforcé pour l'action et l'appui. Les premiers rapports sont prévus en décembre 2024. Pour l'instant, les pays sont en train de présenter leur dernier rapport au titre du système actuel, MNV. Les pays développés présenteront leur rapport biennaux définitif en 2022 et les pays développés présenteront leur rapport biennaux actualisé au plus tard en 2024. Ensuite, les pays commenceront leur transition vers les rapports biennaux de transparence. Message clé. Il y aura toujours une communication d'information, mais les pays auront la possibilité de continuer de présenter les informations actuelles dans le cadre des rapports biennaux de transparence, sous la forme d'annexes. Par ailleurs, les informations relatives à RED+ continueront d'être communiquées, mais plus dans un rapport biennal actualisé, mais dans un rapport biennal de transparence. Donc, le processus continue. Les règles et les lignes directrices sur ce qu'il convient de signaler ont été finalisées. Les pays sont encore en train de voir comment ces informations seront communiquées au secrétariat à présent. Les négociations sont encore en cours sur les différents tableaux de notification et leurs paramètres. Et il faudra également voir quelle sera l'esquisse du rapport à présenter. Mais le contenu a déjà été entériné, c'est l'important. Vous pouvez cliquer, je pense qu'il y a 4 éléments sur cette diapositive. En ce qui concerne l'accord de Paris, peut-être 5 éléments finalement. L'accord de Paris exige de communiquer une contribution terminée au niveau national qui présente l'action en faveur de laquelle s'engage un pays. Donc, il s'agit de promouvoir une certaine transparence quant à ce que les pays vont faire. C'est ce que les pays font aujourd'hui. Ils soumettent une communication, une contribution terminée au niveau national, normalement d'ici la fin de l'année. Ils vont donc pouvoir recueillir les données nécessaires et ensuite présenter
Un premier rapport biennal de transparence, c'est l'étape 2 qui sera examinée dans le cadre d'un processus d'examen au titre d'un examen multilatéral axé sur la facilitation des progrès à l'étape 3. J'y reviendrai ensuite. Et puis tous les 5 ans, les pays se réuniront avec toutes les parties prenantes afin d'examiner la situation dans son ensemble de façon collective, afin de voir si les pays sont en voie d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc, ces étapes 2 et 3, la communication du rapport biennal de transparence et cet examen multilatéral axé sur la facilitation des progrès sont ce qu'on appelle le cadre de transparence renforcé. J'ajoute que les forêts jouent un rôle fondamental dans tous les aspects de l'accord de Paris. Peter, si vous avez des questions, aura sans doute des chiffres à vous soumettre. C'est lui le spécialiste des forêts. En tout cas, beaucoup de CDN comprennent des éléments relatifs aux forêts dans leur cible. Et si l'on regarde la communication des émissions des forêts et des autres affectations des terres, dans les rapports biennaux de transparence, il s'agit d'un élément clé des inventaires et donc du suivi des progrès. Les besoins en matière de données sont significatifs. Et donc, les données rassemblées grâce au système de suivi nationaux des forêts pourront être utilisées à différentes fins. Et l'un de ces objectifs est la communication d'informations au titre de l'accord de Paris. Il est donc utile d'y réfléchir maintenant alors que les pays communiquent leur CND. Il faut voir quelles sont les données nécessaires à recueillir pour les CND, l'évaluation des progrès et les inventaires. Je pense que c'est ce que les pays sont en train de faire. Alors, cette diapositive est assez détaillée, mais j'espère que ces informations vous ont été présentées dans le cadre du cours. Sinon, ces informations pourront vous être utiles plus tard. Alors, pour l'instant, nous avons 2 systèmes. Un système pour les pays développés et un système pour les pays en développement. Au titre de l'accord de Paris, nous allons avoir un seul dispositif. Il y a des obligations différentes ou variables pour les pays développés, les pays en développement parfois. Une flexibilité est prévue dont nous pouvons parler, mais il y a un ensemble de lignes directrices et c'est la décision 18 CMA 1. Toutes les parties vont donc présenter un inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Toutes les parties vont superviser les progrès accomplis dans le cadre de la réalisation de leur contribution intermédiaire au niveau national. Tous les parties doivent également présenter des informations sur l'appui fourni sous la forme de ressources financières, d'un transfert de technologie, de renforcement des capacités. Pour les pays développés, c'est obligatoire. Pour les pays en développement, c'est facultatif. Ces parties sont encouragées. Ensuite, toutes les parties devraient communiquer des informations sur les effets du changement climatique et l'adaptation. En outre, nous allons passer à un processus d'examen pour les pays en développement très similaire à celui des pays développés. Pour l'instant, il y a une analyse technique pour ces parties. Nous allons plutôt passer à un examen au titre de l'accord de Paris en continuant de mettre l'accent sur la nécessité d'identifier les besoins en matière de renforcement des capacités et en soulignant la nécessité de recenser l'appui requis. L'objectif en permanence est de pouvoir faire mieux au fil du temps. Et il y aura également un examen multilatéral des progrès. Si vous avez suivi les dialogues climatiques la semaine dernière, les pays ont présenté leurs résultats. Ils expliquent ce qu'ils ont fait, d'autres pays leur posent des questions et de cette façon, les parties ont la possibilité d'en apprendre les unes des autres. La flexibilité est un axe central de l'accord de Paris. Le processus se fonde sur le dispositif actuel, mais il y a de nouvelles prescriptions, avant tout pour les pays en développement, et ce en termes de notification et de processus d'examen. La façon dont l'accord de Paris a prévu les choses est qu'il y a des dispositions précises sur la flexibilité pour les pays en développement parties qui en ont besoin en fonction de leur capacité. Ces dispositions sur la flexibilité portent sur certaines dispositions de communication d'information pour les dispositions qui représentent un effort supplémentaire par rapport au processus actuel principalement. Un élément clé à comprendre est que les pays en développement peuvent choisir d'utiliser cette flexibilité si ils en ont besoin
en fonction de leur capacité. Ils doivent indiquer qu'ils ont utilisé cette flexibilité, mais ne doivent pas demander à le faire. J'ai quelques exemples que je pourrais vous présenter. Donc, les parties disent utiliser la flexibilité, présentent les contraintes rencontrées pour satisfaire aux autres critères. L'objectif, au fil du temps, est que, même si tous les pays en sont à un stade différent, la communication d'information pourra progresser graduellement. Voici un survol du processus actuel. On se demande toujours quelle est la capacité des pays de présenter des informations au titre du système actuel. Si l'on regarde, il y a environ 154 pays en développement actuellement, répartis en PMA et PEID, plus ou moins la moitié, et l'autre moitié, c'est-à-dire les pays en développement, à l'exception des PMA et des PEID. Cette distinction est importante parce que dans le cadre du CTR, les PMA et les PEID disposent d'un pouvoir discrétionnaire quant aux échéances de présentation des rapports. À gauche, vous voyez les parties qui ne sont pas des PMA ou des PEID. 46 pays ont présenté au moins un rapport biennal actualisé pour l'instant. Et à droite, vous voyez la situation actuelle. 17 PMA ou PEID ont présenté ces rapports biennaux actualisés. Donc, 63 pays sur 154 en développement présenté au moins un rapport biennal actualisé. Ce que nous essayons de faire comprendre, c'est que l'un des meilleurs moyens de préparer le cadre de transparence renforcée est de participer au système dès maintenant, parce que grâce à ce rapport biennal actualisé, on crée les bases nécessaires pour la notification d'informations. Donc, il y a bien sûr une marge de progression, mais nous voyons qu'il y a de plus en plus de notifications d'informations ces dernières années et nous voyons donc qu'il est utile de prendre part à ce dispositif de communication dès maintenant. Quels sont les éléments clés du CTR et dans quelle mesure les dispositions en matière de flexibilité sont-elles applicables au cadre? Les pays développés présentent des inventaires annuels et tous les pays doivent présenter des rapports biennaux actualisés. Mais l'accord de Paris est plus strict sur ce cycle de 2 ans pour les pays en développement. Donc, la fréquence de présentation de rapports est en quelque sorte un élément nouveau au titre de l'accord de Paris. Le signalement des dispositifs institutionnels est bien plus ciblé dans le cadre de l'accord de Paris. Je souligne d'ailleurs l'importance de ce cours à ce sujet, notamment pour les pays en développement. Ensuite, il y a des inventaires de gaz à effet de serre, l'utilisation des lignes directrices de 2006 du GIEC. Certains pays les utilisent, mais pas tous. Donc, nous allons davantage insister sur ce point. Ensuite, quels sont les gaz à communiquer? Nous nous concentrons davantage sur les gaz F, mais il y a une certaine souplesse dans l'éventualité où les pays ne sont pas à même de présenter ces informations. Pour l'instant, les pays présentent des informations portant sur la situation 4 ans avant la communication du rapport. Cette échéance va changer. Il s'agira de présenter les informations d'il y a 2 ans. Et les pays en développement, par exemple, devront présenter davantage leurs projections. Ensuite, le suivi des progrès est essentiel. C'est un nouveau domaine puisque pour l'instant, il n'y a pas de CDN. Et enfin, il faudra communiquer les informations sur l'appui nécessaire et fourni sur la forme de ressources financières, d'un transfert de technologie et d'un renforcement des capacités avec un nouveau format tabulaire. Sur la base de l'expérience actuelle et après avoir échangé avec différents pays, nous comprenons qu'il faut faire comprendre l'importance de communiquer ces informations et de recueillir ces informations à différentes fins. L'objectif n'est pas uniquement de satisfaire aux critères des Nations Unies, mais également d'atteindre différents objectifs en matière de développement. Donc, il faut mettre au point un système de gestion permettant d'atteindre ces objectifs. De nombreux pays vont nous dire que par exemple, ils ont désormais compris qu'avoir un instrument juridique en place ou d'autres modalités officielles était essentiel. Parfois, il faut également donner davantage de prérogatives au ministère pour qu'il puisse recueillir les données nécessaires, ce qui est également utile.
Ces modalités institutionnelles sont indispensables. Je ne vais pas m'appesantir sur ce point parce que nous en avons déjà parlé au titre de la diapositive précédente, mais il est important de commencer dès maintenant. Et nous soutenons des discussions à ce sujet dès maintenant, parce que 2024, cela peut sembler très lointain, mais ce n'est pas du tout le cas. Si vous réfléchissez au temps qu'il faut pour obtenir des financements, pour appuyer les projets, pour recueillir des données, ce qui souvent n'est pas une mince affaire. Par ailleurs, il faut encore réunir toutes les parties prenantes et sensibiliser pour voir quels sont les besoins. Tout ceci est compliqué et la situation variera d'un pays à l'autre. Si vous regardez un inventaire, la situation présentée par un pays sur son organisation interne varie. Tout dépend en fait de la façon dont les dispositifs ont été mis en place. Le plus important est de commencer à examiner la situation dès maintenant. Très brièvement, j'aimerais aborder les dialogues sur le climat de la semaine dernière, où un élément majeur a été mentionné. Certains se demandent quels sont les besoins des pays dans le cadre de la transition vers le CTR. Et il s'agit là d'une contribution majeure des dialogues sur le climat. Les participants ont présenté les principaux domaines de renforcement des capacités. Vous voyez qu'il s'agit particulièrement des prévisions, de la compréhension de la flexibilité et des indicateurs au titre du CTR, donc comment superviser les progrès au titre des nouvelles cibles, et également les systèmes de gestion des données, éléments clés. Bref, j'ai ajouté brièvement ces diapositives parce que je pense qu'il s'agit là d'un aperçu ponctuel et intéressant des besoins envisagés par les membres dans le cadre de la transition vers le CTR. Voici à présent quelques ressources dont nous disposons au secrétariat et qui pourraient vous intéresser. Nous avons un manuel technique, par exemple, sur l'accord de Paris et le CTR. Plus récemment, nous avons également présenté des informations sur la création et l'appui en matière de dispositifs institutionnels. Nous avons également un document technique qui présente les besoins en matière de renforcement des capacités et les domaines dans lesquels les pays sollicitent un appui. Et enfin, nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous. C'est notamment la raison de cette présentation. Le processus d'examen et la part du lion de ce processus dans le cadre du système actuel. C'est une expérience précieuse et enrichissante pour les parties qui doivent voir si elles sont à la hauteur des exigences et si elles peuvent faire mieux, mais je pense également qu'il s'agit d'une excellente possibilité de formation pour les experts et responsables techniques eux-mêmes. En effet, vous voyez ce que les autres pays font, vous pouvez examiner les lignes directrices en détail et comprendre véritablement leur sens. Par ailleurs, c'est très amusant. C'est amusant de participer à ce processus. On peut nouer des contacts, se faire des amis et travailler dans différents contextes. Donc, j'espère que vous pourrez tous y participer. Vous avez ici les informations requises pour ce faire. Enfin, quelques messages clés. Le cadre de transparence renforcée est l'assise de l'accord de Paris. Ce cadre permet de communiquer des informations sur ce que font les pays, sur ce dont ils ont besoin, sur la façon dont ils peuvent contribuer aux objectifs. Les forêts jouent un rôle clé dans tous les aspects de l'accord de Paris. Des dispositifs institutionnels solides, notamment des SSNF, seront essentiels et bâtir ces compétences et ces dispositifs maintenant comporte des avantages multiples. Enfin, nous avons besoin de vous. Donc, nous attendons avec intérêt que vous puissiez prendre part à ce processus. N'hésitez pas à nous contacter et faites-nous savoir si vous souhaitez prendre part plus activement à ce processus. En effet, participer au processus actuel est le meilleur moyen de se préparer à l'avenir. Merci. Thank you so much, Lisa. Merci, Lisa. Merci d'avoir souligné le rôle joué par la transparence dans les régimes de changement climatique internationaux et expliqué les différences entre le système MRV actuel et le cadre de transparence renforcé dans le cadre de l'accord de Paris. Rappelez-vous de poser les questions à Lisa ou tout autre intervenant, mais de le faire dans la calendrier de questions-réponses. Écrivez le nom de la personne à laquelle la question est adressée en commençant votre question. Avant de poursuivre, j'aimerais faire un petit sondage avec 3 questions qui devraient maintenant apparaître à l'écran.
J'espère que vous arrivez à les voir, à voir ce sondage. 3 questions qui vous sont posées. Je vais lire la première. Est-ce que vous pensez que votre pays est suffisamment conscient des nouvelles exigences en matière de notification dans le cadre de transparence renforcée? La réponse est oui, certainement, non, ou seulement en partie, non, sûrement pas, ou je ne sais pas. Deuxième question. Est-ce que vous pensez que des activités de notification sur le changement climatique sont conduites dans votre pays? Est-ce qu'elles sont transparentes comme il convient, ouvertes et fiables? Et la troisième question, selon vous, est-ce que le secteur des forêts a été considéré suffisamment dans les activités de notification dans le changement climatique? Les réponses envisagées sont oui, non ou je ne sais pas. Donc, je vous donne quelques secondes pour que les participants puissent remplir le sondage, répondre aux questions. Merci beaucoup de participer à ce sondage très rapide. Bon, je crois qu'on peut faire le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, très bien. Voyons les résultats, un coup d'œil. Pour ce qui est de la première question, je vois que la majorité pense, oui, qu'il y a une bonne connaissance des nouvelles exigences en matière de notification sur le CDR. Sur le CTR, j'espère que vous voyez les résultats à l'écran. Pour ce qui est de la deuxième question, donc la réponse majoritaire est oui. Oui, vous pensez que les activités de notification sur le changement climatique sont suffisamment transparentes, ouvertes et fiables. Et pour la dernière question, eh bien, le gros des réponses disent que le secteur des forêts joue un rôle fondamental. Très bien, merci beaucoup de participer à ce sondage. Bon, j'aimerais passer maintenant au point suivant à l'ordre du jour. Donc, une présentation d'Emily Donegan, que vous connaissez comme membre du groupe de support au cours. Donc, elle travaille, elle est à la FAO depuis 2013. Son travail se concentre sur la surveillance des forêts, REDD+, et le changement climatique. Elle travaille au sein du projet Forêt CBID pour fournir des connaissances et du matériel de formation, y compris le cours informatique Forêt et Transparence, dans le cadre de l'accord de Paris. Émilie, vous avez la parole. Bonjour, merci Anatolie de me donner la parole. Pour être sûr que vous me voyez et que vous voyez ma présentation. Je n'ai qu'un écran, donc je ne vois pas ce qui se passe autour de moi. Donc, vous voyez ma présentation? Oui, oui, nous voyons. Donc, je m'appelle Emily Donegan. Ma présentation porte sur la transparence des données sur les forêts pour la notification, expérience et enseignement tiré. Donc, les forêts et l'accord de Paris. Voyons brièvement. Donc, vous pouvez utiliser votre moteur de recherche préféré. Vous entrez Accord de Paris et vous trouverez la page d'accueil de la CNUS ici. Vous pouvez lire l'accord de Paris dans les 6 langues. Je vais choisir l'anglais. Donc, vous ouvrez l'accord. Rappelez, comme Lisa l'a dit,
Et ma présentation donc se fonde sur celle de Lisa, complète, peut-être se concentre davantage sur la transparence. Donc, c'est la complète la présentation précédente. Donc là, vous voyez l'accord de Paris. Nous savons que le texte a été négocié et débattu par 196 parties. Il vise à stabiliser la concentration de gaz à effet de serre afin que les augmentations de température soient bien inférieures à 2 degrés Celsius et vise à 1 degré Celsius et éviter des changements climatiques dangereux. Vu que le temps nous presse, vous pouvez en fait chercher en cliquant sur CTL, commande F, vous tapez forêt et là vous avez, je vais lire l'article 5, les parties devraient prendre des mesures pour conserver et le cas échéant renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l'alinéa D du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts. Et dans la deuxième partie de l'article 5, donc on mentionne RED+, déboisement, dégradation des forêts. Donc pour moi, en tant que personne qui s'intéresse aux forêts, c'est pour moi l'article qui porte sur les forêts. Donc pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Pourquoi les forêts m'intéressent? Eh bien, les forêts sont très importantes. Vous reconnaîtrez ce graphique qui vient de mon cours. C'est un résumé des principales raisons pour lesquelles les forêts sont importantes. Ce qui ne figure pas sur ce transparent et qui est fondamental, c'est que les forêts jouent un rôle fondamental pour l'atténuation et l'adaptation du changement climatique. Ce sont des puits de dioxyde de carbone, ce sont des sources majeures d'émissions, notamment par le déboisement. C'est pourquoi nous avons, comme le texte de l'accord de Paris, nous avons besoin de conserver, de préserver les forêts. C'est important pour l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Bon, nous savons maintenant que les forêts figurent dans l'accord de Paris. Lisa en a parlé. Que se passe-t-il par la suite dans la pratique? Ce transparent est un résumé et cela revient à ce que disait Lisa, non, elle confondait MRV et CTR, notamment pour chacune de ces caractéristiques. Donc, si vous voyez la colonne à gauche, les parties devraient rapporter les émissions concernant les forêts. Dans le cas de l'inventaire RED+, en outre, on inclut les forêts dans les NDC et ils doivent aussi faire rapport en la matière. Les parties font rapport aussi le soutien de renforcement des capacités financières reçus, notamment dans le cadre des forêts. Les parties doivent rapporter en matière d'adaptation. Là, les forêts jouent un rôle fondamental. Et enfin, l'information sera revue et considérée. Et l'atténuation, en fait, c'est RED+. Si les pays sont actifs dans RED+, cela devrait être figuré dans une annexe technique au rapport de transparence. Donc, comme vous le savez, le premier rapport de transparence sera mentionné en 2024 et les forêts, comme tous les secteurs de l'inventaire du gaz à effet de serre, seront notifiés dans ces rapports. Et comme pour tous les secteurs, cette notification doit être faite de façon transparente. Si vous rappelez l'article 13, ainsi que le principe de notification du GIEC sur la transparence, le processus de notification et de révision est fondamental pour la transparence. Donc, voyons maintenant les notifications du rapport dans le cadre du CTR, notamment pour RED+. Cette publication que vous voyez à la droite de l'écran est un résumé utile et détaillé de ce qui a été notifié jusqu'à maintenant. Vous voyez tout ce qui a été notifié donc dans le site web de la CNUCC. Là, lorsque vous voyez les différents points, vous voyez que 60 taux d'émission de référence des forêts ou FRL ont été soumis par 50 pays. Vous me demanderez ce que sont les FREL ou FRL. C'est une pièce importante du
puzzle lorsque on se lance dans REDD+. Vous devez avoir un jeu de jalons afin de pouvoir évaluer si vous avez réduit les émissions ou pas. Et ces jalons, c'est exactement ce que font les FREL et FRL. Ce sont les taux d'émission de référence des forêts pour FREL ou taux de référence de forêt FRL. La différence entre les deux signes ne nous intéresse pas tant pour cette présentation, mais si ça vous intéresse pas, eh bien, vous pouvez trouver en fait le lien et demander dans le chat. Donc, 50 pays ont fourni des jalons pour évaluer leur performance REDD+, en couvrant une superficie forestière de 1,35 milliard d'hectares, donc sur la carte un peu plus petit que l'Amérique du Sud ou un tiers de la superficie forestière. 42% des niveaux de référence notifiés sont à l'échelle nationale et les pays qui ont soumis les taux de référence représentent 75% ou 3/4 du déboisement à l'échelle mondiale. 13 pays ont fourni des résultats REDD+, dans l'annexe technique de leur BER, rapport mis à jour biannuellement, et ces résultats représentent 9 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Les émissions annuelles, les réductions d'émissions annuelles en émettant les activités REDD+, déboisement, dégradation, représentent une réduction de 34% par rapport au taux de référence, ce qui veut dire que les émissions de la période de résultat représentent une réduction de 34% des émissions que dans le niveau de référence des émissions des forêts. 8 propositions de financement ont été approuvées par le FVC, le Fonds vert pour le climat, ainsi qu'avec 500 millions de dollars pour l'enveloppe globale comme paiement pour réduire les émissions dans les forêts. Donc, vous voyez, il y a eu un effort énorme ces 10 dernières années pour que REDD+ fonctionne, soit opérationnel. Et c'est intéressant de voir que certains pays, notamment le Costa Rica, qui nous l'a dit hier dans la présentation, certains pays en fait, sont dans la phase de recevoir des paiements basés sur le résultat. Et ce qui fonctionne pour REDD+, c'est une augmentation de la transparence. Les pays ont fourni leurs calculs sur les niveaux de référence de forêt, les émissions des forêts, leurs plans pour contribuer aux objectifs en matière d'objectifs de température globale. Et l'important, c'est que l'on ne commence pas à partir de zéro. À partir de l'accord de Paris, nous voulons un cadre de transparence renforcé et nous nous concentrons sur les activités que les pays ont fait en matière de notification dans leurs contributions déterminées nationales, leur BURS et REDD+. Et ce qui est fondamental pour REDD+, comme pour les notifications en général, c'est que c'est les systèmes de suivi de forêt nationale. J'aime bien ce graphique fait par les graphistes, car cela précise bien le processus. Les personnes et les institutions qui constituent un système de suivi travaillent pour fournir des données fiables de façon durable. Et ces données sont utilisées pour beaucoup de choses, mais ce qui est fondamental, c'est notamment de contribuer à la transparence en matière d'action climatique, en ce qui concerne les émissions, pour voir si on fait suffisamment et là où on peut améliorer les choses pour arrêter le changement climatique. Cela concerne les NDC d'un pays et les ODD, notamment l'ODD 13. Donc, ce transparent, vous voyez l'importance que les données soient transparentes, fiables, qu'elles soient fournies de manière durable et que les systèmes soient multifonctionnels, ce qui nécessite qu'ils soient participatifs et inclusifs. Donc, sur cette note, nous allons maintenant entendre des experts forestiers de l'Ouganda, qui va nous parler du processus illustré à l'écran dans leur pays. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Émilie, d'illustrer le rôle important joué par les forêts à tous les niveaux. Les participants peuvent poser des questions à l'égard d'Émilie ou de tout autre intervenant dans l'encadré questions-réponses. Bien, nous passons maintenant à la discussion. Dans cette discussion, nous allons entendre les experts en matière de climat et de forêt de l'Ouganda qui vont nous parler de leurs expériences dans le cadre des actions prises par les pays pour améliorer les pratiques de notification de leur pays. Cette séance durera 30 minutes, puis nous aurons l'occasion à la fin de poser des questions. Donc, mais posez vos questions dans l'encadré questions-réponses. Je vais vous présenter notre premier intervenant, John Dicey. John Dicey est le coordinateur du GIS et la cartographie à l'autorité des forêts nationales, membre de l'équipe clé pour la préparation de l'inventaire des forêts nationales et spécialiste des forêts nationaux. En outre, nous avons aussi parmi nous Edouard Senoyo, excusez-moi de la prononciation, il est coordinateur des inventaires et des sondages à l'autorité forestière nationale, un membre clé dans l'équipe de préparation de l'inventaire national des forêts et spécialiste des forêts. Il est aussi collaborateur à la FAO et il a fait partie du processus de rapport 2020 FRA. Puis, nous avons Bob Kazonku, qui est haut responsable des forêts, qui travaille sur le suivi et l'évaluation au ministère de l'eau et de l'environnement de l'Ouganda. Il est un spécialiste des politiques de rapport et coordonnateur des professionnels du changement climatique en Ouganda. Merci beaucoup d'être tous présents. J'aimerais adresser la première question à John. John, est-ce que vous pouvez décrire le processus suivi dans l'établissement et le renforcement du SSNS dans votre pays? Quelles sont les stratégies utilisées pour développer et opérationnaliser le système dans le pays? Merci, merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci pour cette présentation. J'ajouterai que je travaille à ce processus depuis plus de 30 ans. Donc, lorsque vous parlez de processus, il est difficile de voir vraiment d'où ça part. Mais néanmoins, le processus a commencé. Ce qui était important au début, c'était de cartographier les acteurs dans le pays, les personnes qui participent aux activités forestières, par exemple, le travail dans les forêts à des fins utilitaires. Donc, nous avons eu un travail d'organisation. Nous avons l'unité administrative comme le département de soutien des forêts au ministère. Nous avons les autorités nationales des forêts où nous avons le GIS, l'inventaire. Nous avons le département du changement climatique. Nous avons des chercheurs, des services de forêt districtuels. Donc, il faut cartographier tous ces acteurs. Nous nous retrouvons, nous nous rencontrons, nous définissons, faisons un travail de définition à l'échelle du pays et nous voyons quelles sont les possibilités qu'a chaque partenaire et nous voyons les données dont on dispose dans le pays et quelles sont les données nécessaires afin qu'elles soient utilisées à l'échelle nationale. Et puis adapter bien sûr ces données aux exigences, car on voit que bon nombre de données sont recueillies à différentes fins. Et puis il faut voir aussi les différentes façons de diffusion l'information. Nous avons des bases de données collectées, les informations et finalement un aperçu pour la diffusion des photos. Cet aperçu est fonctionnel, mais cela peut poser des problèmes pour le rendre complètement fonctionnel. Au cours de ces processus, nous avons eu l'aide, bien sûr, de la FAO, qui a permis de l'entraînement, la formation, pardon, une aide au niveau du support, aider le personnel à mener ses activités, car
En fait, nous manquions de personnel, c'était les problèmes que nous avions sur le terrain, un budget aussi insuffisant pour mener toutes ces activités. Bien sûr, nous avons eu besoin de renforcement des capacités dans ce processus et la FAO nous a fourni une aide fondamentale à ce niveau-là, en renforçant aussi et en formant nos spécialistes en inventaire. Bon, nous espérons, maintenant que nous sommes fonctionnels, de bénéficier encore d'une aide pour poursuivre la formation en SSNS dans le pays. Nous devons pallier certaines lacunes que nous avons. Nous avons besoin encore de plus de personnel pour pouvoir mener ce travail de titan qui nous attend. Nous essayons aussi d'institutionnaliser certaines des activités dans notre budget national des forêts afin de ne pas avoir à dépendre de l'aide extérieure pour toutes les activités envisagées. Pour ce qui est de la collecte des données, nous avons amélioré les choses. Par exemple, nous avons toujours utilisé des images pour la cartographie. Nous abandonné Landsat pour Sentinel maintenant, pour la cartographie sur le terrain. Nous avons eu un défi pour savoir exactement ce qui figurait dans les forêts sur les terrains, mais nous avons maintenant des moyens pour cartographier les forêts, pour voir les espèces, la taille de la couverture, améliorer les détails et une plus grande transparence du SSNF. Voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Merci. Je suis à vos dispositions pour des questions. Merci, John. C'était très intéressant. Merci pour votre réponse. La question suivante est à Edward. Edward, dans quelle mesure le SSNF pour l'Ouganda est en mesure de recueillir, analyser et diffuser les données liées aux forêts de façon transparente et durable? À quelle fin sont utilisées les données des forêts? Merci beaucoup, Anatolie, pour l'introduction. La mesure, ou disons que la conception du SSNF est conçue telle qu'il peut fonctionner au niveau national et subnational. Au niveau national, les données recueillies, la cartographie de couverture terrestre ou données des activités nous disent ce qu'il y a à quel endroit, et les inventaires, les mesures sur le terrain des arbres pour fixer leur essence, leur volume et la répartition sur le terrain. Donc, ces données sont recueillies au niveau national et au niveau subnational en fonction des besoins et du projet conçu. Vous pouvez aussi analyser cette information pour retirer des informations qui sont conformes aux besoins dans le rapport à des fins nationales ou internationales. Le système aussi porte sur, bien sûr, les données recueillies. Pour ce qui est de la cartographie de la couverture terrestre, eh bien, cela se divise en un certain nombre de classes. Nous avons aussi les variétés et une classification plus détaillée, une ventilation donc plus fine pour mettre en exergue la transparence. Par exemple, pas toutes les forêts, bien sûr, se ressemblent. Nous avons des forêts naturelles qui relèvent de 3 catégories: forêt tropicale, savane, et puis
les forêts qui ont une répercussion des activités de l'homme, donc les forêts des terres intermédiaires. Enfin, bon, là, vous avez l'appellation technique. Et nous recueillons cette information et plus l'information est ventilée en fonction de ces catégories, plus la transparence est assurée. Donc, il nous faut avoir, et nous aurons de meilleures données de notification lorsqu'on fournit de l'information aux différents acteurs. Pour ce qui est des inventaires, établir des inventaires est une entreprise coûteuse. Donc, ce que nous faisons, c'est des inventaires en fonction du premier type. Par exemple, pour les forêts naturelles, nous avons un jeu d'inventaire que nous faisons pas, par exemple, pour d'autres forêts. Nous avons 5 types d'inventaires qui visent à l'exploitation, ce qui figure dans le système, les enquêtes de stock intégrées et les inventaires de cartographie qui visent à cartographier ce qui figure dans les forêts, comment c'est réparti, afin de séparer les arbres mères des rejetons, les arbres mourants, etc., afin que ça puisse être utilisé pour les décisions, les interventions, ce qu'on doit faire afin de garder ces forêts durables. Nous avons aussi des inventaires concernant la diversité, les inventaires sur la biomasse. Bon, pour ce qui est de ces derniers inventaires, ils sont faits à l'extérieur des forêts ou de la formation forestière, sur les terres privées des populations. La biomasse disponible dans les systèmes de culture, donc pas forcément des forêts. Il faut voir la biomasse. Donc, lorsqu'on essaie de voir l'aspect institutionnel, John en a déjà parlé. Nous collaborons, les différentes institutions, les ministères, les différents bureaux et départements, nous sommes nombreux à collaborer. Donc, le SSNF n'est pas géré par une agence. Nous devons tous collaborer pour que cela fonctionne, car certains fournissent de l'information, d'autres un rôle d'analyse des données, d'autres ont une fonction sociale et d'autres sont les experts techniques. Donc, je peux maintenant passer à la dernière partie de la question. À quelle fin sont utilisées les données? Cette information a en fait des objectifs multiples. Le gouvernement, par exemple, veut savoir quelle est la couverture forestière, particulièrement dans les pays, et la couverture en général aussi de la terre. Donc, la cartographie de la couverture terrestre a cet objectif, recueillir des informations qui donnent au gouvernement ce que nous avons dans le pays, à un moment donné, un aperçu, un cliché, si vous voulez. Et il y a une mise à jour en raison des technologies tous les 5 ans. Et avec la collaboration avec la FAO, nous avons maintenant une mise à jour de 2 ans, mais nous essayons maintenant de faire une mise à jour annuelle. Mais bien sûr, comme John l'a dit, cela nécessite plus de personnel, plus de fonds et plus d'amélioration méthodologique. Et bien sûr, nous sommes dépendants pour avoir ce type d'information. Donc, en gros, l'information qui provient du système peut être utilisée pour soutenir la notification internationale, soutient les rapports pour les frêles, le BUR et ce qu'on appelle la
les comptes naturels. Donc, nous fournissons des données à la Banque mondiale. Les données proviennent du SSNF afin de pouvoir notifier cette information. Puis, il y a bien sûr certaines zones qui doivent encore être améliorées. Nous avons aussi le processus RAID. Le SSNF soutient les différentes activités entreprises dans le cadre de RAID sous forme de projet au niveau national et subnational. Donc, nous utilisons ce système pour fournir des informations, pour orienter la prise de décision concernant la mise en œuvre de ces projets, notamment ceux qui visent des projets pilotes et qui nous permettent d'avoir, en fait, d'atteindre les résultats prévus, car vos données doivent être suffisamment fortes et fiables pour garantir qu'elles sont à la hauteur des normes internationales. Voilà le rôle du SSNF. Je souligne, cela étant, que nous utilisons le même système pour identifier nos lacunes en termes de ressources humaines, en termes de compétences ou de ressources pour faire fonctionner ce mécanisme. Nous dialoguons avec notre ministère responsable, avec les experts de la FAO et d'autres, afin de savoir exactement ce qu'il faut faire si le système doit être amélioré. Je pense notamment au fait de recruter davantage de collaborateurs. Autre remarque, et c'est un point qui a une incidence sur le système, le financement. Il faut que le dispositif soit alimenté en données pour que nous puissions continuer d'analyser la situation. Nous cherchons à identifier des tendances. Pour parvenir à des tendances, il faut recueillir des données au fil du temps. Qu'il s'agisse de données socio-économiques, de données d'inventaire ou de données sur la couverture des sols. Il faut suffisamment de données pour pouvoir établir des tendances qui pourront contribuer à la prise de décision actuellement et à l'avenir. Bref, le financement est l'une des contraintes qui nous empêchent d'aller plus loin. Voilà. J'en resterai là pour l'instant au sujet de l'utilisation de notre système de suivi national des forêts. Merci. Merci beaucoup, Edouard. Le message que vous avez présenté m'a beaucoup plu, c'est-à-dire le SSNF d'Ouganda est polyvalent et a différentes finalités et de nombreux acteurs contribuent au processus en termes d'opérationnalisation et de fonctionnement, ainsi qu'au niveau de sa création. Merci beaucoup. Bob, une question pour vous à présent. Quelles ont été les difficultés rencontrées et les stratégies utilisées jusqu'ici afin de préparer la transition vers les nouvelles exigences de communication, d'information au titre du cadre de transparence renforcé? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Anatolie. Merci à mes collègues ougandais et à tous les participants présents à ce webinaire. Je vais répondre à votre question du point de vue du changement climatique et de la communication d'information au titre de la CNUC. Ensuite, je pourrais vous parler du sous-secteur des forêts si vous le souhaitez et si ce sujet vous intéresse. J'espère que mes collègues ont bien écouté la présentation de Lisa. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les dispositions relatives au cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris, je ne vais pas entrer dans les détails des prescriptions du CTR, mais à l'heure où nous passons du cadre MNV au CTR, je dirais que
Nous prenons conscience du fait que les difficultés rencontrées ne sont pas véritablement différentes de celles qui se posaient dans le cadre du système actuel. Tout d'abord, il faut des données détaillées, il faut davantage de données. Dans le cadre du CTR, il y a un processus d'examen rigoureux. Nous attendons à nous heurter à des difficultés en termes de ressources humaines. Pour l'instant, nous ne travaillons qu'à 50% de nos capacités pour le sous-secteur des forêts et 30% pour le département de la coordination du changement climatique au ministère de l'eau et de l'environnement, qui sert d'organe coordonnateur pour la communication d'informations sur le changement climatique. Et nous avons, au titre de ce ministère, la personne ressource pour la communication d'informations au titre de la CNUC en Ouganda. Donc, les ressources humaines sont insuffisantes pour donner les résultats attendus, notamment du point de vue de l'exigence d'obtenir des données. Nous avons mis en place une structure. Nous disposons d'experts qui appuient nos exigences en termes de communication d'information, mais du point de vue de la coordination, nous avons besoin de suffisamment de membres du personnel pour véritablement exécuter ces activités. Nous attendons également à des difficultés en termes de moyens financiers. La plupart de ces données doivent être obtenues et archivées. Si vous regardez les modalités, procédures et lignes directrices, le recueil et l'archivage de données constituent des éléments clés. Nous essayons d'avancer en la matière dans le domaine du changement climatique, mais également du sous-secteur forestier. Nous recevons un certain appui, mais il n'est pas suffisant pour que nous ayons suffisamment de capacité de stockage et d'archivage des données. Pour vous donner un exemple, nous avons besoin d'environ 200 terabytes au minimum pour pouvoir stocker la plupart de nos informations sur les forêts et le changement climatique. Et c'est un minimum absolu. Je ne parle même pas des infrastructures de réserve ou de sauvegarde ou de soutien. Donc, nous avons besoin de ressources pour pouvoir acquérir le matériel nécessaire, tout simplement afin de pouvoir archiver les informations disponibles. D'un point de vue financier, nous avons donc besoin de ressources pour y parvenir. Et nous devons également avoir accès aux cartes et aux images satellitaires. Les images de qualité sont très onéreuses et il faut pouvoir les acquérir. Les données ou cartes en accès libre ne sont pas de la même qualité. J'imagine que les experts seront d'accord avec moi. Donc, nous avons besoin de ressources financières pour avoir accès à cette imagerie et pour réaliser les analyses qui sont demandées afin de pouvoir satisfaire aux critères de notification au niveau international. Autre problème, le renforcement des capacités. En plus des quelques collaborateurs dont nous disposons, nous avons besoin de capacités pour pouvoir réaliser des analyses, procéder à des évaluations. Il nous faut donc davantage de capacités internes. Pour l'instant, nous nous en remettons à des consultants externes et dépendons d'un soutien extérieur pour la plupart des analyses techniques effectuées sur le changement climatique comme sur le sous-secteur des forêts et sur le secteur de l'énergie qui contribue au changement climatique. Donc, pendant combien de temps allons-nous maintenir ce dispositif? Nous aimerions pouvoir renforcer nos capacités en interne. Par ailleurs, du point de vue de l'amélioration de la méthodologie, si l'on regarde les prescriptions du CTR et le processus d'examen rigoureux, l'évaluation technique par des experts, nous avons besoin de davantage de capacités. Alors, en tant que pays, quelles sont nos stratégies pour essayer de mener à bien cette transition du système MNV vers le cadre de transparence renforcé? Vous le saurez peut-être, l'Ouganda est l'un des pays qui a bénéficié d'un appui considérable afin de mettre au point et de renforcer ses capacités de communication d'information au titre de la CNUC.
Nous avons un personnel limité, certes, mais pratiquement tous nos collaborateurs sont pour l'instant en formation, notamment grâce aux formations de la CNUC sur les inventaires sur les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons également d'autres formations réalisées dans le cadre du projet CBIT Forêt de la FAO afin de renforcer les capacités du personnel dans le sous-secteur des forêts. Et ceci contribue grandement à améliorer nos capacités de notification au titre du changement climatique. Même dans le cadre de ce webinaire, les différents collègues des collectivités locales et du gouvernement participent à la formation. Donc, nous pensons que ces formations vont renforcer nos capacités et nous permettre de mieux respecter les nouvelles exigences du CTR au titre de l'accord de Paris. Nous avons également bénéficié d'un partenariat avec la FAO qui, je dois le dire, nous a permis de construire de nombreuses capacités. Nous avons pu mobiliser de jeunes spécialistes que nous avons recrutés afin de pouvoir analyser et recueillir des données, notamment dans le domaine des forêts. Nous avons bénéficié d'une assistance au fil du temps. Nous avons un registre en place pour la communication d'informations sur les forêts, mais également sur RED+, en cours de construction. Et c'est là une possibilité pour nous de recenser des informations, surtout en ce qui concerne les besoins ou l'appui requis sous la forme de ressources financières, d'un transfert de technologie et d'un renforcement des capacités qu'il convient de présenter au titre du CTR. Donc, nous avons ces différents éléments que nous prévoyons et qui devraient nous permettre de faciliter la transition vers le cadre de transparence renforcé. Nous sommes également en train d'examiner nos politiques et nos cadres juridiques. Nous sommes convaincus que si nous pouvons prévoir des chapitres, par exemple dans la loi sur le changement climatique en cours d'élaboration, qui est examinée pour l'instant au Parlement, pour faire du projet de loi une loi promulguée. Et d'ailleurs, nous avons déjà inclus certains éléments dans cette loi sur le changement climatique, en tout cas dans ce projet de loi qui devrait être adopté pour examiner les différentes exigences au titre du CTR. Dans le cadre de la CNUC, nous pourrons aller plus loin. Par ailleurs, la loi sur les forêts est en cours d'examen pour l'instant. Grâce au travail que nous avons réalisé au titre de notre SSNF, nous avons vu qu'il fallait un chapitre permettant d'examiner les aspects propres au système de suivi national des forêts, parce que le cadre juridique est crucial, surtout pour l'aspect suivant que nous allons aborder dans quelques instants. Voilà, c'est peu ou prou ce que je pouvais vous dire en peu de temps pour répondre à votre question. Merci infiniment, Bob. Merci aussi à John et à Edouard de nous avoir aidés à comprendre comment le système de suivi national des forêts a été mis en place en Ouganda. C'est le premier pays d'Afrique qui présente des résultats RED+. Donc bravo à tous ceux qui ont contribué à ce processus fantastique. Félicitations à tous. À présent, le moment est venu de passer à la séance de questions-réponses. Si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous ferons notre mieux pour y répondre. Alors, je commencerai par poser une première question à Lisa. Lisa, de nombreux pays en développement éprouvent encore des difficultés à respecter les exigences en matière de transparence qui ont précédé l'accord de Paris. Pour ces pays, respecter les exigences de communication d'information renforcées au titre de l'accord de Paris sera particulièrement difficile. Alors, quel est le message principal que vous souhaitez envoyer à ces pays qui cherchent à être à la hauteur des exigences en matière de communication d'information de l'accord de Paris? Lisa. Merci beaucoup. Et cette présentation de l'Ouganda m'a fasciné. Nous parlons beaucoup de besoins en matière de renforcement des capacités en théorie, mais entendre des récits concrets et voir ces expériences d'Ouganda était très intéressant. L'Ouganda a un excellent bilan en termes d'inventaire. Merci infiniment. Je dirais que le grand défi qui m'a été rapporté et avec lequel je suis tout à fait d'accord est de mettre au point des dispositifs institutionnels. John l'a dit dès le départ, la première chose à faire est
de pouvoir cartographier les différents acteurs du processus. Il faut voir quelles sont les données nécessaires et comment obtenir ces données. Je suis tout à fait d'accord avec cette observation. Les difficultés liées à l'obtention de moyens financiers sont également importantes. Il est essentiel de pouvoir bénéficier d'une source de financement fiable au fil du temps afin de pouvoir faire fonctionner le système. En ce qui concerne toutes ces difficultés, mon message principal, et c'est celui que nous avons essayé de présenter dans la présentation, est le suivant. 2024 n'est pas très loin. Il faut le comprendre, c'est un premier point. Donc, vous devez identifier vos besoins et voir comment obtenir les moyens financiers et l'appui requis. Deuxièmement, mettre sur pied les dispositifs institutionnels est essentiel. Il faut voir quels sont les acteurs compétents. L'un des intervenants a parlé des acteurs multiples à réunir. C'est essentiel. Il faut pouvoir sensibiliser les différentes parties prenantes aux besoins. C'est crucial. Ensuite, il faut commencer à un moment ou à un autre à avancer sur cette voie. Et je dirais que le mieux, c'est de commencer dès maintenant en présentant un rapport biennal actualisé. Nous avons 63 pays qui ont présenté un premier rapport biennal actualisé. Donc, lancez-vous dans le processus, commencez à mettre sur pied votre dispositif afin que vous puissiez faire un peu mieux la prochaine fois et encore un peu mieux la fois suivante. Je crois que c'est sans doute l'un des moyens les plus appropriés de se préparer au cadre de transparence renforcée. Merci une nouvelle fois à l'Ouganda de cette perspective concrète qui a été très utile. Merci beaucoup, Lisa. Bob, je me tourne à nouveau vers vous pour vous poser une question sur les dispositifs institutionnels. Comment les dispositifs institutionnels sont-ils pris en considération dans votre pays afin de pouvoir respecter les exigences de communication d'information au titre de la CNUC? Bob, à vous. Merci beaucoup, Anatolie. Merci beaucoup, Lisa, de ces commentaires au sujet de notre pays. Effectivement, du point de vue institutionnel, pour respecter les prescriptions de notification au titre de la CNUC, l'Ouganda dispose déjà d'organes en place, d'une structure, les institutions existent, les groupes de travail qui fournissent et analysent les données sont en place. Nous avons déjà identifié nos besoins grâce à un processus qui a été lancé il y a quelques années. À présent, ce que nous devons faire et ce que nous devons améliorer, et c'est essentiel pour le CTR, et les différents critères au titre des modalités des procédures et des lignes directrices, c'est de concrétiser cet accord entre les différentes institutions qui jouent un rôle pour fournir des informations et pour analyser les données. Donc, nous avons différents protocoles d'entente entre différentes institutions qui fournissent des données. Nous devons toutefois veiller à être plus transparents et à partager ces informations avec les institutions de façon plus solide afin de renforcer la confiance entre ces institutions. Je dirais que c'est la question qu'il convient d'examiner plus avant, parce que les institutions sont déjà en place. En ce qui concerne les aspects juridiques, ces aspects sont essentiels pour les institutions et pour avoir des dispositifs institutionnels durables. Dans ma réponse à la première question, je disais déjà que l'Ouganda était prêt à améliorer ces dispositifs institutionnels aujourd'hui pour communiquer ces informations au titre de la CNUC. La plupart des lois et des politiques sont en cours d'élaboration ou d'examen. En ce qui concerne la loi sur le changement climatique, cette loi est en cours d'élaboration. En ce qui concerne la loi sur la politique forestière, un examen est en cours. Donc, nous avons là une occasion d'inclure des dispositions relatives aux dispositifs institutionnels
dans ces lois. Et nous pouvons également tenir compte des différents critères en termes de communication d'informations au titre du CTR dans ces domaines. En ce qui concerne les capacités, je viens d'en parler, le renforcement des capacités et les dispositifs institutionnels sont inséparables. Nous sommes en train de renforcer activement nos capacités pour l'instant et nous pensons que ceci devrait nous permettre d'accroître le bon fonctionnement de ces capacités pour communiquer les informations requises au titre de la CNUC ou en tout cas contribuer à ce processus. Du point de vue des dispositifs institutionnels, notre pays est donc dans une situation assez appréciable. Nous avons une bonne base de départ et je sais qu'au fur et à mesure, d'ici à 2024, nous allons pouvoir faire mieux. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous devons commencer à nous préparer dès maintenant pour être prêts en 2024 à préparer notre rapport biennal de transparence. D'ici là, je pense que nous pourrons retirer certaines leçons, que nous pourrons modifier les institutions ou améliorer les institutions. Je pense que ce sera le cas. Nous allons examiner les prescriptions en matière de notification. Nous allons nous pencher sur les éléments à présenter et les moyens financiers connexes. Nous allons voir quel est l'appui requis ou fourni à l'Ouganda en tant que pays en développement. Et je pense que ensuite, nous devrons améliorer ou modifier certains dispositifs institutionnels. Et nous sommes prêts en tant que pays à le faire en nous inspirant de nos enseignements dans le cadre de RED+, et du renforcement de nos dispositifs institutionnels pour la communication d'informations au titre du CTR, de l'accord de Paris et de la CNUC. Donc, nous avons déjà un bon point de départ, nous ne partons pas de zéro, nous ne sommes pas dans la même situation que d'autres pays qui doivent véritablement créer de toutes nouvelles institutions. Nous allons tout simplement renforcer les institutions existantes. Nous avons la chance d'avoir différents organes et si l'on regarde les rapports qui sont présentés au titre des CDN, nous avons déjà de nombreuses structures en place. Ce que nous souhaitons faire, c'est simplement renforcer les modalités et les accords de cette structure. Voilà ce que je souhaitais dire sur les dispositifs institutionnels. Merci beaucoup, Bob. À présent, j'aimerais poser une question à Émilie. Émilie, pourriez-vous nous dire quels sont les principaux défis rencontrés pour communiquer des informations sur les émissions relatives aux forêts? Quelles sont les principales difficultés rencontrées par rapport aux inventaires liés aux gaz à effet de serre et aux informations portant sur d'autres secteurs? Merci beaucoup, Anatolie. Oui, c'est un secteur compliqué pour les émissions de gaz à effet de serre. Si vous regardez les lignes directrices de la GIEC, du GIEC de 2006, si vous regardez le volume consacré à ce secteur par rapport aux autres, c'est assez évident. 40% concerne ce secteur, donc c'est bien plus que les 3 autres secteurs. Je pense que l'une des raisons à cela est qu'il peut s'agir d'un puits ou d'un système d'absorption des émissions. Donc, nous devons bien comprendre l'importance de cette catégorie appelée AFOLU, c'est-à-dire les forêts, la couverture des sols, etc. Nous devons voir quels sont les effets cascades, notamment liés à l'utilisation des sols, à l'évolution de la situation, au pic, etc. Si l'on compare par exemple cette catégorie AFOLU aux processus industriels, en ce qui concerne les processus industriels, nous savons exactement où sont les émissions. Ce sont des processus gérés par les humains. Nous pouvons donc calculer assez précisément les émissions qui en découlent. Par exemple, en ce qui concerne la fabrication d'une voiture, on ne peut pas dire la même chose lorsque l'on abat un arbre. Et si l'on se penche donc sur le secteur des forêts et de l'affectation des terres, il faut des informations spécifiques sur l'ensemble du territoire et ensuite il faut pouvoir superviser l'évolution de la situation en termes de couverture des sols et d'affectation des terres au fil du temps. Ce n'est pas simple, toutefois les technologies avancent rapidement, les CCNF sont essentiels en la matière. À présent, les capacités progressent au niveau mondial sur l'utilisation de données et
les moyens d'utiliser ces données pour contribuer à la communication d'informations et donc à la lutte contre le réchauffement mondial. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités et participants, Lisa, Émilie, Bob, Edward et John. Et merci à vous tous et vous tous d'avoir participé à notre webinaire d'aujourd'hui. Merci également à nos collègues des services audiovisuels d'avoir contribué à l'organisation de ce webinaire. Je pense que nous avons pu examiner beaucoup de sujets au cours de cette heure et demie et j'espère que ces discussions auront cimenté certains des enseignements que vous aurez pu obtenir au cours de notre formation. Je vais à présent donner la parole à Rocio Condor. Rocio est responsable des forêts qui dirige le projet mondial CBIT Forêt, renforcer les capacités mondiales permettant d'accroître la transparence dans le secteur des forêts. Elle coordonne les activités permettant de faire en sorte que les données forestières soient plus transparentes et accessibles dans le contexte du cadre de transparence renforcée. Merci beaucoup d'être parmi nous, Rocio. Vous avez la parole pour quelques remarques de conclusion de ce webinaire et de ce cours de formation, cours en ligne ouvert et massif. Merci beaucoup. Après ce dernier webinaire, nous sommes pratiquement arrivés au terme de la première édition de ce cours en ligne ouvert et massif sur les forêts et la transparence au titre de l'accord de Paris. Et c'est à moi qu'il revient de faire quelques remarques de conclusion. Permettez-moi de vous expliquer quelles sont les dernières étapes pour achever le cours, de faire un bref résumé du cours et de vous expliquer pourquoi nous l'avons créé. Après ce module de clôture du cours en ligne, les activités restantes sont déjà disponibles. Présentez le dernier test pour obtenir votre certification et badge numérique et répondez à l'enquête qui sera très utile pour améliorer les éditions futures. Vous recevrez un certificat électronique de participation. Les 2 dernières semaines ont été très chargées. Mon équipe et moi-même sommes ravis de voir que vous avez été si nombreux à participer aux activités de formation. Nous sommes également ravis d'avoir pu échanger avec vous sur les forums et grâce à ces webinaires. Je vous remercie de votre participation active. En outre, j'aimerais remercier l'équipe et les experts qui ont contribué à la création de ce cours en ligne et animé les webinaires d'hier et d'aujourd'hui. De la CNUC, Lisa Hanley, Jenny Wang et Peter Iverson. De la FAO, David Morales et tous les collègues de la FAO qui nous ont rejoints en ligne à partir de différentes régions, ainsi que les représentants du Costa Rica et de l'Ouganda. Permettez-moi également de remercier l'Académie d'apprentissage en ligne de la FAO du concours qui nous a été fourni pour organiser ce cours en ligne ouvert et massif. Tous les contenus examinés dans le cadre de ces 3 modules vous auront, je l'espère, intéressés. J'espère que les correspondants nationaux de l'évaluation des ressources forestières mondiales FRA et les responsables des forêts auront considéré que les questions relatives au secteur forestier étaient particulièrement utiles, mais nous espérons que la possibilité d'examiner ces sujets peut être familiers dans le contexte du changement climatique et des critères de notification de l'accord de Paris a constitué un élément novateur et intéressant. D'autre part, les spécialistes et les étudiants intéressés par le changement climatique auront eu la possibilité d'examiner de façon plus approfondie les aspects de l'accord de Paris liés au secteur des forêts. Dans les prochains jours, nous allons analyser de façon approfondie les rapports relatifs à cette formation en ligne pour comprendre les taux et modalités de participation. En ce qui nous concerne, nous avons beaucoup profité de la grande diversité d'expériences, de langues et de nationalités de tous les participants à ce cours en ligne et nous nous félicitons de votre participation aux activités d'apprentissage. Nous avons constaté que 364 participants inscrits de partout dans le monde se sont connectés au moins une fois à la plateforme. Les cours interactifs ont été en moyenne consultés par plus de 200 participants. Les forums ont été utilisés pour partager des connaissances et des expériences entre pays. Par ailleurs, hier, nous avons accueilli plus de 100 participants qui ont échangé et appris avec des experts au cours de notre webinaire. Votre participation active montre que notre objectif, à savoir atteindre un public aussi large que possible grâce à nos efforts visant à fournir ces différents supports dans 3 langues, peut être considéré comme atteint. Et notre but était également de sensibiliser davantage et d'expliquer à quel point il était essentiel que les pays contribuent à l'action mondiale contre le changement climatique et de montrer que cette action englobe pleinement le secteur forestier.
Le cours en ligne s'est inscrit dans le cadre du projet CBIT Forêt, un projet mondial visant à renforcer la capacité des pays en développement de recueillir, d'analyser et de diffuser des données sur les forêts et de faire en sorte que les données forestières soient transparentes et accessibles conformément au cadre de transparence renforcée. L'objectif du cours est d'accroître les capacités institutionnelles et techniques et de stimuler le partage de connaissances et la sensibilisation sur le CTR, particulièrement dans le secteur forestier. Je vous invite à consulter et à partager avec vos réseaux nos produits de connaissances mondiaux disponibles à tous de façon publique, notamment la plateforme améliorée de communication et de diffusion de l'évaluation des ressources forestières mondiales de la FAO, FRA, pour que la communication de données sur les forêts soit plus simple à l'avenir. Cet outil est déjà disponible dans plusieurs langues. L'outil élaboré pour faciliter l'évaluation des lacunes et des besoins dans le cadre d'un SSNF d'un pays qui vous a été présenté hier. La communication grâce à notre tableau Trello et le partage d'études de cas et de meilleures pratiques sur la transparence dans le secteur forestier pour le Costa Rica, la République démocratique du Congo ou le Bangladesh, des connaissances et des supports d'information, notamment le cours d'apprentissage en ligne permettant d'avoir accès à des informations sur le CTR et les forêts pour chacun où qu'il soit. Suivez nos activités grâce à la page internet du projet CBIT Forêt ou à notre tableau Trello où vous trouverez les informations à jour que nous mettons en ligne, ainsi que le calendrier des événements, y compris les webinaires ouverts à tous. Nous espérons que vous avez apprécié ce cours et que vous pourrez appliquer et transférer les connaissances obtenues dans le cadre de vos activités dans le pays afin de soutenir la communauté mondiale pour atteindre les objectifs ambitieux de l'accord de Paris. Le message clé que nous souhaitions vous communiquer est passé. Ce cours a montré qu'un SSNF bien mis en place était essentiel pour fournir des données robustes et cohérentes sur les forêts pour évaluer et communiquer les émissions forestières et l'absorption par les forêts grâce au rapport d'inventaire national et pour suivre les progrès réalisés dans le cadre de la réalisation des contributions terminées au niveau national. D'autres éditions du cours sont prévues en 2021 pour continuer de sensibiliser sur ce sujet. Dans l'intervalle, même si cette édition se termine, vous aurez accès aux cours d'apprentissage en ligne autonome dans les 3 langues à tout moment. Continuez de partager ces informations avec vos collègues et vos institutions. Restons en contact. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce dernier webinaire aujourd'hui. Prenez soin de vous et bonne journée. Au revoir.